Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. C'est bon, le son est bon? Oui, Et la diapositive, elle s'affiche? Est-ce que vous arrivez à voir la diapositive? oui, monsieur. D'accord. D'accord. Donc, on va commencer. Donc, je demande aux étudiants de couper le son. Donc, ils coupent leur micro, sauf s'ils ont des questions à poser. Ils sont les bienvenus, bien sûr. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder la physiologie de la glande thyroïde, euh, qui est associée à beaucoup de pathologies, parmi les plus célèbres, donc comme vous le voyez sur cette image, donc le goitre thyroïdien. Donc, c'est une hyperthyroïdie qui peut être due à beaucoup de causes. Elle est caractérisée par une hypertrophie de la thyroïde, comme vous le voyez, qui prend un volume très spectaculaire. Donc, c'est l'hyperthyroïdie. Dans d'autres situations d'hypothyroïdie, surtout pendant le développement précoce, soit en prénatal ou bien postnatal pendant la croissance, s'il y a un déficit en hormones thyroïdiennes, il va y avoir un retard de croissance. C'est ce qu'on appelle le nanisme. Le nanisme thyroïdien, c'est-à-dire un retard de croissance, avec un crétinisme thyroïdien, ça veut dire un retard mental. Ça veut dire que les hormones thyroïdiennes sont indispensables au bon développement cérébral, au neurodéveloppement, et sont indispensables également à la croissance. Et en absence d'hormones thyroïdiennes suffisantes, ou bien dans le cas d'une carence en iode, parce que les hormones thyroïdiennes, pour être fonctionnelles, doivent être iodées. Donc, dans le cas d'une carence en iode chez les femmes enceintes, par exemple, ou bien chez les enfants en phase de croissance, donc ça peut provoquer un retard de croissance et une perturbation du neurodéveloppement qui peut causer un retard mental. Donc, nous allons découvrir donc, cette glande, la glande thyroïde, qui est formée, comme vous le voyez sur ce schéma, de deux lobes. Donc, elle est située au niveau du cou, d'accord, avec deux lobes, un lobe droit et un lobe gauche, qui sont reliés par un pont du tissu thyroïdien également, qu'on appelle l'isthme. Donc, elle est située en arrière du larynx, autour de la trachée. Donc, la vascularisation se fait par deux artères supérieures qui proviennent de la carotide. Donc, vous avez deux artères supérieures qui proviennent de la carotide externe et deux artères inférieures qui proviennent des artères sous-clavières. Le drainage veineux donc, se fait également par plusieurs veines, donc des veines qui déversent au niveau de la jugulaire et deux veines thyroïdiennes inférieures. Quant à l'innervation, elle est assurée d'une part, bien sûr, par le système nerveux autonome. Donc, d'une part, vous avez l'orthosympathique qui envoie des fibres à partir des ganglions sympathiques cervicaux supérieurs et moyens en accompagnant l'artère thyroïdienne et une innervation parasympathique par des filets de nerfs laryngés supérieurs et inférieurs. Donc, la thyroïde, d'un point de vue histologique, est formée, elle a une structure un peu particulière par rapport aux autres glandes, en ce sens qu'elle est formée par des follicules. Alors, c'est quoi ces follicules? Donc, ce sont des vésicules, comme vous le voyez ici, formées par des cellules folliculaires. D'accord? Ces cellules folliculaires possèdent une membrane basale du côté de la circulation. Donc, cette membrane basale va permettre le passage des besoins de la circulation vers la cellule et le passage des sécrétions de la cellule vers la circulation. Deux membranes latérales et une membrane apicale. La membrane apicale est au contact de la lumière du follicule,
Donc, qui contient une substance colloïde, on va voir de quoi il s'agit. Donc, il s'agit d'une protéine qu'on appelle la thyroglobuline, qui contient les hormones thyroïdiennes. Ça veut dire que les cellules thyroïdiennes, comme vous voyez ici, les cellules folliculaires, vont synthétiser les hormones thyroïdiennes et elles vont les stocker au niveau de la lumière du follicule. Et au moment de la sécrétion, ces hormones vont être réabsorbées, elles vont être libérées au niveau de la circulation. Donc c'est un fonctionnement un peu particulier dans ce sens où la sécrétion, où les hormones thyroïdiennes sont stockées au niveau de la lumière de la vésicule qu'on appelle la substance colloïde. Et cette substance est sécrétée par les cellules folliculaires à travers les membranes apicales qui sont en train de la vésicule. D'accord? Donc, sur ce schéma, vous voyez la même chose. Donc, les follicules avec la substance colloïde, c'est-à-dire une protéine qu'on appelle la thyroglobuline, dans laquelle se trouvent les hormones thyroïdiennes. On va décrire ce phénomène. Puis vous avez des capillaires qui ramènent bien sûr les besoins nutritifs aux cellules thyroïdiennes, mais également qui sont responsables des transports des hormones thyroïdiennes qui vont être libérées dans la circulation pour les répartir au niveau de tout le corps. Donc, je rappelle donc ce qu'on a déjà vu. Donc, les cellules C, ou bien les cellules parafolliculaires, ce sont des cellules entre les follicules et qui sont responsables de la sécrétion de la calcitonin. Donc, ce sont les principales caractéristiques histologiques de la thyroïde. Donc, avant d'aborder le fonctionnement de la thyroïde, on va placer d'abord cette glande au niveau systémique. Et comme vous l'avez vu dans le cours concernant l'axe hypothalamo-hypophysaire, donc la thyroïde qui est représentée ici et qui est formée par des cellules folliculaires est sous le contrôle de l'hypophyse antérieure, d'accord, par l'intermédiaire de la TSH. Donc les cellules à TSH vont libérer la TSH dans la circulation. Et c'est la TSH qui va stimuler les hormones, les cellules thyroïdiennes pour produire et sécréter les hormones thyroïdiennes. Et cette hypophyse antérieure elle-même est sous le contrôle d'un peptide qu'on appelle le TRH, que vous voyez ici en bleu, qui provient de l'hypothalamus, particulièrement du noyau paraventriculaire. Dans le noyau paraventriculaire, vous avez des neurones à TRH. Donc, ces neurones vont sécréter le TRH et il va être transporté par les axones de ces neurones jusqu'au niveau de l'éminence médiane, au niveau de la circulation porte-hypophysaire. Le TRH est libéré dans la circulation et il va passer au niveau de l'hypophyse pour stimuler la libération de la TSH qui va passer dans la circulation pour stimuler la sécrétion des hormones thyroïdiennes T3 et T4. Donc, il est intéressant de constater que ces neurones à TRH sont contrôlés, bien sûr, par les hormones thyroïdiennes, la T3 et T4, donc qui inhibent ces neurones par feedback négatif, c'est tout à fait normal. Mais en plus de cette régulation par la T3 et T4, ils sont contrôlés par des neurones du noyau arqué. Donc, un noyau arqué, c'est un noyau de l'hypothalamus également, qui se trouve dans la partie basale de l'hypothalamus. Il est formé par deux populations de neurones impliqués dans l'équilibre énergétique, des neurones qu'on appelle des neurones A, GRP et neuropeptide Y. Ces neurones en rouge, ils vont inhiber la libération du TRH. Par contre, les neurones qui sécrètent l'alpha-MSH et CART, ces neurones vont stimuler la libération de la TRH. Donc, les neurones de la TRH sont sous le contrôle de beaucoup de facteurs. Il y a d'autres facteurs que nous allons décrire. Mais pour le moment, donc déjà les hormones thyroïdiennes par feedback négatif inhibent la libération du TRH. Et les peptides du noyau arqué, donc certains inhibent le neuropeptide Y et l'AGRP, ce sont des neuropeptides, inhibent alors que les peptides alpha-MSH et le neuropeptide CART vont stimuler la libération de la TRH. D'accord? Donc, sur ce schéma, vous voyez justement la membrane d'un neurone du noyau paraventriculaire qui libère le TRH, donc un neurone qui synthétise et libère le TRH au niveau du noyau paraventriculaire. Au niveau de la membrane, vous voyez qu'il y a plusieurs récepteurs qui contrôlent donc cette activité. D'une part, la leptine, qui est une hormone qui est libérée par le tissu adipeux, qui stimule, comme vous le voyez par son récepteur, la libération du TRH.
la norépinéphrine ou bien la noradrénaline va stimuler également à travers le facteur de transcription, le CREB, la libération du TRH. L'alpha-MSH dont je viens de parler stimule également la libération de la TRH, alors que la GRP, le neuropeptide Y et les hormones thyroïdiennes, donc tous ces facteurs, inhibent la libération et la synthèse de TRH. Donc la GRP agit en fait par le récepteur de alpha-MSH qu'il va inhiber, et en l'inhibant, il empêche la stimulation de la libération du TRH. Donc pour récapituler, la synthèse et la libération du TRH est stimulée par ces facteurs, donc la leptine, la noradrénaline et alpha-MSH. Par contre, elle est inhibée par la GRP, le neuropeptide Y et les hormones thyroïdiennes. Donc, vous avez chaque fois les mécanismes d'action, donc les facteurs de transcription, les STAT, qui permettent au récepteur de la leptine de stimuler. Le CREB, qui va permettre à la norépinéphrine et alpha-MSH de stimuler. Et enfin, le récepteur des hormones thyroïdiennes, qui va permettre d'inhiber donc la libération du TRH. Donc, sur ce schéma, vous voyez donc les étapes de la synthèse, ce sont des rappels, vous l'avez déjà vu certainement dans le cours de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, le gène du TRH, lorsqu'il est transcrit en ARN et traduit en protéines, il est traduit en un précurseur qu'on appelle le pré-pro-TRH, qui contient une séquence signal. Donc, on le trouve dans tous les peptides qui vont passer au niveau du réticulum endoplasmique. Donc, c'est cette séquence qui va permettre le passage dans le réticulum endoplasmique. Et puis, vous avez plusieurs molécules de TRH qui sont représentées par les barres noires. Donc, au niveau du même transcrit, au niveau du même précurseur, le pré-pro-TRH, vous avez 5 molécules de TRH qui sont contenues dans ce précurseur. Il y a des enzymes de conversion qu'on appelle des enzymes de conversion de pro-hormones, donc les PC1-3, qui permettent d'abord d'éliminer la séquence signal pour donner le pro-TRH. Et ensuite, les mêmes enzymes, c'est-à-dire les enzymes de conversion des pro-hormones, vont permettre la libération des 5 molécules de TRH qui vont être sécrétées. Donc, une fois libéré, le TRH, comme on a vu, il va passer au niveau de l'hypophyse antérieure. Il va se fixer sur un récepteur membranaire au niveau de l'hypophyse postérieure, au niveau des cellules qui sécrètent la TSH, et il va stimuler donc des voies de signalisation couplées à la phospholipase C, et il va stimuler donc la transcription d'un gène qu'on appelle le NR4A1. Ce gène va être transcrit en peptide. Et ce peptide va agir sur le gène de la sous-unité bêta de la TSH pour stimuler sa transcription. Donc, tout simplement, le TRH va stimuler la production de la TSH. Donc, la TSH est formée par 2 sous-unités, une sous-unité alpha et une sous-unité bêta. Et le TRH va stimuler la synthèse de la sous-unité bêta qui va s'associer par la suite avec la sous-unité alpha pour former la TSH. Et cette stimulation passe par un récepteur membranaire couplé aux protéines G qui active la protéine kinase C, qui va activer la transcription d'abord d'une protéine qu'on appelle le NR4A1. Et c'est cette protéine qui va permettre la stimulation de l'inscription de la transcription du gène de la TSH, de la sous-unité bêta de la TSH. Il y a d'autres mécanismes d'action également, de la voie des MAP kinases qui sont impliqués dans la synthèse, la transcription du gène de NR4A1. Donc, la TSH est formée par 2 sous-unités. Donc, d'une part, la sous-unité bêta, qui est représentée ici, et la sous-unité alpha. Donc, la sous-unité bêta est spécifique à la TSH. Par contre, alpha est commune à la FSH et à la TRH. Donc, le gène de la sous-unité bêta est formé par 3 exons. Donc, le exon 1, exon 2 et exon 3. Vous avez au niveau du promoteur du gène la séquence TATA qui permet de déclencher la transcription. Et la transcription va donner donc un ARN messager qui contient donc les 3 exons
et avec une polyadénylation qui est nécessaire pour le transfert au niveau du cytoplasme. Et c'est cet ARN messager qui va être transcrit pour donner la sous-unité bêta. La même chose pour la sous-unité alpha, sauf qu'ici, vous avez 4 exons au lieu de 3. Donc pour la bêta, on a 3 exons. Pour alpha, on a 4 exons qui vont être donc transcrits pour donner l'ARN messager et qui va donner ensuite la sous-unité alpha de la TSH. Donc, vous avez ici donc, toujours l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, vous voyez que les hormones thyroïdiennes, la T3 et T4, inhibent la libération de la TSH et inhibent également la libération de la TRH. Ils agissent également par l'intermédiaire de la somatostatine qui va inhiber la thyroïde. Et vous avez la leptine qui stimule la libération de la TRH. Le récepteur alpha-adrénergique et les EPAC stimulent la glande hypophysaire, alors que les glucocorticoïdes et les cytokines vont inhiber donc, la libération de la TSH. Donc, la TSH, une fois libérée, elle va passer dans la circulation. Elle va agir sur les cellules folliculaires de la thyroïde. Donc, vous avez ici représenté une cellule folliculaire de la thyroïde. Donc, on a vu tout à l'heure que la thyroïde est formée par des cellules folliculaires qui synthétisent les hormones thyroïdiennes. Et ces cellules folliculaires sont contrôlées par la TSH par l'intermédiaire d'un récepteur membranaire qui agit par 2 protéines G, GQ et GS. Et dans les 2 cas, donc, vous avez l'activation de la transcription de plusieurs peptides, y compris le peptide de y compris les molécules et les protéines qui sont impliquées dans la synthèse des hormones thyroïdiennes. Donc, la cellule folliculaire est contrôlée par la TSH. Ce contrôle va permettre d'activer toutes les voies qui permettent la synthèse et la libération des hormones thyroïdiennes. Donc là, c'est le même schéma. Donc, on arrive aux cellules folliculaires et à la synthèse des hormones thyroïdiennes. Donc, on a vu que cette synthèse est contrôlée d'abord par l'hypothalamus, le noyau paraventriculaire qui libère le TRH, ensuite l'hypophyse qui libère le TSH, la TSH, et la TSH va stimuler les cellules folliculaires. Donc, vous avez ici les cellules folliculaires. Donc, vous avez ici la membrane basale. Du côté de la circulation, vous avez des vaisseaux sanguins qui ramènent l'iode. L'iode est indispensable à la synthèse d'hormones thyroïdiennes actives. Et d'autre part, vous avez les hormones thyroïdiennes qui vont être libérées dans la circulation. Donc, vous avez la membrane basale, vous avez ici la membrane apicale, et vous avez ici la lumière de la vésicule, c'est-à-dire la lumière du follicule. Alors, quelles sont les étapes de la synthèse des hormones thyroïdiennes? Donc, pour avoir des hormones thyroïdiennes actives, il faut de l'iode. Donc, l'iode, son origine, c'est principalement l'alimentation sous forme d'iodure. Donc, c'est un ion qui va être apporté par la circulation. Donc, 20% de l'iode de l'organisme apporté par l'alimentation va passer au niveau des hormones, des cellules folliculaires. Donc, par un transport actif, un cotransport avec le sodium. Donc, l'iode va pénétrer avec le sodium à travers un transporteur actif. Et une fois à l'intérieur de la cellule, il va traverser pour passer directement au niveau de la lumière du follicule. Donc, l'iodure va passer directement de la circulation au milieu interstitiel, au cytoplasme. Il va passer directement au niveau de la lumière du follicule. Donc, l'iode est indispensable à la formation des hormones thyroïdiennes. En fait, il y a la transformation de cette iodure en iodine, c'est-à-dire l'iode moléculaire, I2, qui va être incorporée dans une protéine où vont se former les cellules folliculaires. Donc ça, c'est le premier constituant, c'est l'iode. Il est indispensable. Le deuxième constituant, c'est une protéine qu'on appelle la thyroglobuline, donc qui est synthétisée à partir d'un gène. Donc, la protéine va passer dans le réticulum endoplasmique, ensuite dans l'appareil de Golgi, ensuite dans les vésicules de sécrétion. Et cette protéine, la thyroglobuline, va passer au niveau de la lumière du follicule. Donc, nous avons d'une part l'iode alimentaire qui arrive, et d'autre part, nous avons une protéine qu'on appelle la TG, ou bien la thyroglobuline, qui est synthétisée par les cellules folliculaires et qui contient beaucoup de tyrosine.
Et les hormones thyroïdiennes sont synthétisées à l'intérieur de cette protéine. Elles sont synthétisées en fixant de l'iode sur les tyrosines. Donc, dans la protéine, vous avez des acides aminés tyrosine. Et la peroxydase, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va fixer des atomes d'iode sur la tyrosine. Et c'est la fixation de l'iode sur la tyrosine qui va donner les hormones thyroïdiennes. Donc, on aura plusieurs composés qui vont être formés à l'intérieur de la protéine toujours. Donc, la protéine est formée par la séquence d'acides aminés. Et parmi les acides aminés, on trouve les tyrosines. Et ces tyrosines vont être iodées par une enzyme qu'on appelle la peroxydase. Et cette iodation va se faire de différentes manières. Soit la fixation d'un seul atome d'iode sur la tyrosine, on obtient une molécule qu'on appelle le MIT, c'est-à-dire monoiodotyrosine, c'est-à-dire la tyrosine iodée une seule fois. On l'appelle la MIT parce qu'elle va avoir reçu uniquement un seul atome d'iode. Si la tyrosine reçoit deux atomes d'iode, on va parler de la DIT ou bien la diiodotyrosine. D'accord? Donc, la peroxydase, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va fixer soit un seul atome d'iode sur la tyrosine. Dans ce cas-là, on est en présence d'une monoiodotyrosine. Soit elle va fixer deux atomes d'iode sur la tyrosine. Et on va obtenir la DIT ou bien la diiodotyrosine. Tout ceci à l'intérieur de la molécule. Ce sont des tyrosines qui font partie de la séquence de la molécule et ne sont pas encore libérées. Ils vont être simplement iodés grâce à la peroxydase, soit sur un seul carbone, on va obtenir le MIT, soit sur deux carbones, on va obtenir le DIT. Alors, ces deux composés vont fusionner, soit on a deux DIT, c'est-à-dire deux tyrosines qui contiennent chacune deux atomes d'iode. Ça veut dire qu'on va obtenir une molécule avec 4 atomes d'iode, c'est la T4, c'est la thyroxine, c'est l'hormone thyroïdienne. On l'appelle également la tétraiodothyronine. Donc, elle est formée par deux DIT. Donc, chacun contient deux atomes d'iode. Ça veut dire que la T4 va contenir 4 atomes d'iode. Par contre, si on a une fusion d'un MIT avec un DIT, c'est-à-dire une monoiodotyrosine avec un seul atome d'iode, avec une diiodotyrosine avec deux atomes d'iode, on va obtenir la T3 avec 3 atomes d'iode. D'accord? Et c'est la forme active, en fait, des hormones thyroïdiennes. On va voir qu'il y a dans les cellules cibles la transformation de T4 en T3 par une déiodation. Donc, pour récapituler, pour synthétiser les hormones thyroïdiennes, il nous faut de l'iode. L'iode, c'est de l'iode alimentaire. Donc, on doit prendre suffisamment d'iode pour avoir des hormones thyroïdiennes fonctionnelles. Et si la consommation d'iode est faible, si on a une carence en iode, surtout pendant le développement chez une femme enceinte, par exemple, ou bien chez l'enfant en phase de croissance, s'il y a une carence en iode, bien sûr, les hormones qui vont être formées vont être inactives et il va y avoir une hypothyroïdie et ça peut provoquer, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, un retard mental et un crétinisme, un nanisme, c'est-à-dire un déficit de croissance chez l'enfant. Donc, l'iode est indispensable pour avoir des hormones thyroïdiennes fonctionnelles et l'iode est alimentaire. Donc, les individus doivent recevoir donc suffisamment d'iode pour avoir des hormones thyroïdiennes actives, surtout pendant la grossesse et pendant les périodes précoces de la croissance chez l'enfant entre 1 an et 10 ans. Donc, si on a des hormones iodées, donc la croissance et le neurodéveloppement va se faire normalement. Par contre, s'il n'y a pas d'iode suite à la carence en iode, donc les hormones thyroïdiennes ne seront pas fonctionnelles. On aura un problème de neurodéveloppement et un problème de croissance. Donc, actuellement, beaucoup de pays ajoutent de l'iode au sel de table pour subvenir aux besoins de la population en cet élément qui est indispensable pour avoir les hormones thyroïdiennes normales. Donc, d'une part, il nous faut de l'iode. Et d'autre part, il nous faut une protéine qu'on appelle la thyroglobuline qui contient beaucoup de tyrosine. Ces deux constituants vont passer dans le follicule, l'iodure plus la thyroglobuline qui contient des tyrosines. Et là, une enzyme qu'on appelle la peroxydase, elle va prendre de l'iode et elle va le fixer sur les tyrosines de la thyroglobuline.
Donc, elle va fixer soit un seul atome d'iode. Dans ce cas-là, on aura une tyrosine monoiodée, c'est la monoiodotyrosine. Soit elle va fixer deux atomes d'iode. Dans ce cas-là, on aura une tyrosine diiodée qu'on appelle la diiodotyrosine. Pour avoir les hormones thyroïdiennes, la peroxydase va permettre la fusion de deux DIT pour obtenir la T4, c'est-à-dire une hormone qui contient 4 atomes d'iode, ou bien la fusion d'un DIT avec un MIT pour avoir la T3. Et bien sûr, toutes ces étapes nécessitent la TSH. Donc l'absorption de l'iode, la synthèse de la thyroglobuline, l'activation de la peroxydase, la fusion des hormones iodaires, toutes ces étapes nécessitent la TSH. Bien sûr, si vous n'avez pas assez de TSH, tous ces phénomènes ne vont pas se faire correctement. On va souffrir d'hypothyroïdie. Donc, une fois synthétisées ces hormones thyroïdiennes, elles sont stockées dans la substance colloïde au niveau de la vésicule. Et au moment de la sécrétion, ces hormones, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles ont une membrane en bordure en bronze. Elles vont réabsorber toute la protéine. Donc, la thyroglobuline qui contient des tyrosines monoiodées, des tyrosines diiodées, les T4 qui proviennent de la fusion de deux DIT, les T3 qui proviennent de la fusion d'un MIT et d'une DIT. Donc, cette protéine va être réabsorbée et les vésicules d'endocytose vont fusionner avec des lysosomes. Donc, vous avez des lysosomes qui contiennent des protéases et cette fusion va permettre à ces protéases d'agir sur la thyroglobuline. Et ces protéases, qu'elles vont faire? Elles vont couper, elles vont libérer les MIT, les DIT, les T3 et les T4. Ils vont être coupés, ils vont être libérés. Donc, les MIT et DIT ne vont pas être sécrétés, ils vont être recyclés, ils vont être déiodés par des enzymes qu'on appelle déiodinases, c'est-à-dire ils vont être transformés en tyrosine. Et l'iode qui résulte de cette déiodinase va participer à un nouveau cycle de synthèse des hormones thyroïdiennes, alors que la tyrosine va servir à la synthèse des protéines. Donc, c'est un acide aminé qui va intervenir dans la synthèse de nouvelles protéines, y compris la thyroglobuline. Donc, ces deux composés ne sont pas sécrétés, ils vont être libérés par les protéases, mais ils vont être recyclés, ils vont être déiodinés pour libérer de l'iode pour participer à la fabrication de nouvelles hormones thyroïdiennes. Et la tyrosine va être recyclée pour fabriquer de nouvelles protéines de thyroglobuline. Par contre, les T3 et T4 qui sont libérés, ils vont traverser la membrane basale dans le milieu interstitiel, ils vont passer dans la circulation et la circulation va les transporter au niveau de tous les organes où elles vont agir pour induire leurs effets. Donc, ce sont les principales étapes de la synthèse et de la libération des hormones thyroïdiennes. Et toutes ces étapes sont contrôlées par la TSH. Donc, la TSH est indispensable à toutes ces étapes. Donc, de l'iode qui est absorbé, la thyroglobuline qui est synthétisée, les peroxydases qui fixent l'iode sur les tyrosines pour obtenir 4 composés différents, une réabsorption de la thyroglobuline avec les tyrosines iodées, la fusion de la vésicule d'endocytose avec les lysosomes et les protéases qui sont contenues dans ces lysosomes vont permettre la libération des différents composés iodés, les monoiodotyrosines et diiodotyrosines qui vont être déiodées et recyclées, et la T3, T4 qui vont être libérées, et c'est principalement la T4 qui va être libérée. Donc 95% des hormones thyroïdiennes, c'est sous forme de T4, avec une petite portion de T3, sachant que c'est la T3 qui est la forme active. Donc T4, elle n'est pas active, elle va pénétrer dans les cellules cibles, comme on va le voir, et vous avez des enzymes qui vont la transformer en T3, et c'est la T3 qui va induire les effets des hormones thyroïdiennes. Donc là, c'est le même schéma. Donc ici, vous avez la structure des différents composés dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc la peroxydase qui va permettre l'iodation, vous avez une tyrosine ici, donc la fonction amine et la fonction carboxyle, avec un cycle ici. Et la peroxydase, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va fixer un iode sur le carbone 3. Donc, vous avez le carbone 1, 2 et 3.
On obtient la monoiodotyrosine, c'est-à-dire la tyrosine iodée une seule fois, ou bien elle va fixer l'atome d'iode sur le carbone 3 et le carbone 5. Donc, on obtient une tyrosine diiodée, c'est-à-dire la diiodotyrosine. Et pour obtenir la T4, on doit avoir la fusion de deux diodotyrosine pour obtenir donc une tyrosine phosphorylée sur 3 et 5. Et la deuxième tyrosine phosphorylée également sur 3 et 5. Mais là, on parle de 3', 5', pour différencier les carbones de cette tyrosine des carbones de la deuxième tyrosine. Donc, deux DIT vont fusionner avec la coupe. La deuxième tyrosine va perdre donc sa fonction amine et sa fonction carboxyle. Elle va s'associer avec une tyrosine complète pour former une molécule qui porte 4 atomes d'iode qu'on appelle la T4, qu'on appelle la tétraiodotyrronine, et c'est la thyroxine. Donc, c'est la molécule qu'on trouve dans les pharmacies. Donc, pour les personnes qui souffrent d'une hypothyroïdie ou bien qui ont subi une ablation de la thyroïde, donc ils subissent un traitement aux hormones thyroïdiennes et c'est la thyroxine qui est prescrite, qui est cette formule-là. Par contre, si on a une fusion d'une monoiodotyrosine avec une diiodotyrosine, on va obtenir une triiodotyrosine, c'est-à-dire la diiodotyrosine avec la monoiodotyrosine qui va perdre les fonctions amine et carboxyle pour donner donc 3 atomes d'iode, 3, 5 et sur 3'. Par contre, 5' n'est pas iodé. Il existe un autre composé qui peut être formé qu'on appelle la T3 reverse. La différence avec T3, c'est que l'iodation se fait sur 5' et non pas sur le carbone 5. Donc, vous voyez que la T3 est iodée sur le carbone 5, elle n'est pas iodée sur le carbone 5'. Par contre, la T3 reverse, qui est inactive, elle est iodée sur le carbone 5', mais elle n'est pas iodée sur le carbone 5. Donc, ce sont les différents composés. Donc, ces deux composés sont recyclés à l'intérieur de la cellule folliculaire. Par contre, la T4 et la T3 sont libérées dans la circulation et ce sont ces hormones qui vont agir sur les organes cibles. Donc, pour avoir des hormones thyroïdiennes, il faut de l'iode. Donc, en absence d'iode, les hormones thyroïdiennes ne vont pas être actives. Donc, surtout dans les régions très éloignées de la mer. En général, il y a une carence en iode. Pour les régions côtières, donc il y a suffisamment d'iode parce qu'il y a des algues marines qui fournissent suffisamment d'iode. Par contre, pour les régions très éloignées de la mer, donc il y a moins de sources d'iode et donc il faut avoir une quantité d'iode alimentaire suffisante. Et cette quantité va dépendre de l'âge. Donc, chez le nouveau-né, jusqu'à l'enfant de 10 ans, donc c'est 90 à 100 microgrammes d'iode par jour. Donc, c'est nécessaire pour avoir des hormones thyroïdiennes fonctionnelles. Chez les adolescents et les adultes, les besoins sont de 100 à 150 microgrammes par jour. Par contre, chez la femme en état de grossesse, c'est-à-dire enceinte, et en période d'allaitement, les besoins vont augmenter parce qu'il y a le fœtus et il y a le bébé qui doit avoir également ses besoins en iode. Donc, l'apport en iode doit être entre 200 et 250 microgrammes par jour. Et bien sûr, cette phase, elle est très cruciale. Donc, si jamais il n'y a pas suffisamment d'iode, on n'aura pas suffisamment d'hormones thyroïdiennes fonctionnelles. Et comme j'ai dit, ça va se retentir sur le neurodéveloppement avec un retard mental et un crétinisme. Et ça va se retentir sur la croissance, un retard de croissance qu'on appelle le nanisme. Et c'est la même chose pour les enfants. Également, l'apport en iode doit être suffisant. Pour l'adulte, bien sûr, il faut avoir suffisamment d'iode. Il y a des dysfonctionnements dans le cas d'hypothyroïdie qu'on va découvrir, mais ils ne sont pas aussi graves que les dysfonctionnements observés au moment du développement et au moment de la croissance. Donc, comme source principale d'iode, donc vous pouvez constater que ce sont les algues marines qui sont la source majeure d'iode. Donc, elles contiennent 10 000 à 20 000 microgrammes par 100 grammes. Donc, c'est une quantité énorme.
Donc, en général, pour les gens qui vivent dans les villes côtières, dans les régions côtières, il n'y a pas de problème d'approvisionnement en iode. Par contre, les régions qui sont éloignées de la mer, donc il faut un apport alimentaire suffisant. Donc, actuellement, on ajoute de l'iode au sel de table, de cuisine, donc à hauteur de 1500 microgrammes par 100 grammes en fonction des pays. La farine de poisson contient 100 microgrammes par 100 grammes. Des poissons comme le thon et le hareng, c'est un poisson qu'on trouve principalement dans la région de Safi, donc 40 à 90 microgrammes d'iode par 100 grammes, l'ail 80 à 90, les ananas 30 microgrammes par 100 microgrammes, le lait contient également de l'iode 10 à 15 microgrammes par 100 grammes et les céréales, une petite quantité, 5 microgrammes par 100 grammes d'iode. Donc, une fois synthétisées, les hormones thyroïdiennes vont passer dans la circulation. Et le problème qui se pose, c'est que ces hormones sont liposolubles et hydrophobes. Donc, comme les hormones stéroïdes que vous avez déjà vues, les corticoïdes, les oestrogènes, les androgènes, la progestérone, ils ont besoin de transporteurs. Les hormones thyroïdiennes également doivent s'associer à des transporteurs au niveau de la circulation. Ces transporteurs vont permettre de les transporter au niveau des organes cibles. Donc, les principaux transporteurs, ce sont de trois types. Donc, il existe une protéine qu'on appelle la TBG, c'est-à-dire la thyroxine binding globulin, qui transporte 80% de T3 et 70% de T4. D'accord? Donc, je rappelle que c'est la T4 qui est la forme de sécrétion majeure. Donc, on trouve dans la circulation 3 à 6 microgrammes par 100 millilitres de T4. Par contre, la T3, on trouve une petite quantité, 0,1 à 0,2 microgrammes de T3. Donc, c'est la T3 qui est la principale hormone sécrétée. Donc, ces hormones vont s'associer principalement à la thyroxine binding globulin parce que ce sont des hormones qui ne peuvent pas être transportées libres dans le plasma. Elles sont hydrophobes. Donc, cette protéine va transporter 80% de T3 et 70% de T4. L'albumine également participe à ce transport avec 11% de T3 et 20% de T4. On trouve également une autre protéine qu'on appelle la thyroxine binding préalbumine qui transporte 9% de T3 et 10% de T4. Donc, on trouve une petite proportion d'hormones libres dans le plasma quand même. Donc, malgré qu'elles sont hydrophobes, donc il y a toujours une petite portion qui est libre. On trouve 0,3% de T3 qui est libre avec une demi-vie de 1,5 jours et 0,03% de T4 qui est libre, c'est-à-dire une demi-vie avec une demi-vie de 7 jours. Donc, la majeure partie est liée à des protéines de transport dans la circulation et une petite portion est sous forme libre au niveau de la circulation et c'est cette forme libre qui va passer au niveau des cellules cibles. Donc là, c'est la même chose. Donc, récapituler, donc la thyroïde hormone binding globulin 70%, l'albumine 15% et la préalbumine qu'on appelle également la transthyréine 15% des hormones thyroïdiennes transportées environ. Donc une fois ces hormones thyroïdiennes arrivées au niveau des cellules cibles, donc ce sont des hormones liposolubles, elles doivent passer à l'intérieur de la cellule, donc ce sont là les cellules cibles des cellules folliculaires qu'on trouve dans plusieurs organes. Donc, les hormones thyroïdiennes, que ce soit la T3 et T4, vont être transportées par des transporteurs qu'on appelle les MCT8, c'est-à-dire monocarboxylate transporteur 8, qu'on appelle également le SLC16A2. D'accord? Donc, vous avez sa structure, ce transporteur qui permet donc le passage des hormones thyroïdiennes du milieu extracellulaire vers la cellule, donc T3 et T4. Et à l'intérieur de la cellule, vous avez des enzymes qui vont transformer ces hormones. Alors, tout d'abord, si on prend la T4 par exemple, donc elle est transformée par des enzymes qu'on appelle déiodinases, c'est-à-dire des enzymes qui vont enlever des atomes d'iode.
Donc, ils vont enlever ces D1 et D2, des iodinases. Ils vont enlever un seul atome de d'iode, pour donner la T3. Et la T3, c'est la forme active. Donc, on a vu que la majeure partie d'hormones sécrétées, c'est principalement la T4. Par contre, la T3, c'est une petite quantité, donc elle n'est pas suffisante pour induire l'effet physiologique. La T4 n'est pas active, donc pour qu'elle soit active, elle doit être transformée en T3. Et cette transformation va se faire par des enzymes qu'on appelle des diiodinases, c'est-à-dire c'est-à-dire des enzymes qui vont enlever un atome d'iode pour donner la T3. Donc, cette T3 va agir, elle va pénétrer dans le noyau pour agir par un récepteur nucléaire, ou bien elle va être désactivée par des enzymes, des déiodinases également, D1 et D3, pour donner la T2. La T4, d'un autre côté, elle peut être soit transformée en T3, soit transformée en T3 reverse qui n'est pas actif, qui peut être transformée également en T2. Donc, vous avez un métabolisme des hormones thyroïdiennes qui est contrôlé par des enzymes, des diodinases, qui suppriment des atomes d'iode. Mais le plus important, ce que vous devez retenir, c'est que la T4, c'est la majeure partie des hormones thyroïdiennes sécrétées. Elle est transportée par le MCT8 à l'intérieur. Cette hormone n'est pas active. Elle doit être transformée en T3 pour qu'elle soit active par des enzymes qu'on appelle les déiodinases 2, 1 et 2. Et la T3 va entrer dans le noyau et elle va agir. C'est le principal circuit. C'est T4, D1 et D2 pour donner T3, et T3 va se fixer sur son récepteur pour induire les effets physiologiques. Donc, parallèlement à ce circuit principal, vous avez des circuits, vous avez une petite quantité de T3 qui arrive également pour donner la T3 cytoplasmique qui peut agir sur le récepteur des hormones thyroïdiennes. Vous avez donc la T3 qui peut être transformée en T2 et la T4 qui peut transformer en T3 reverse et ensuite en T2. Donc, c'est un métabolisme intracellulaire des hormones thyroïdiennes qui permet d'inactiver, d'une part d'activer dans certaines situations, mais dans d'autres situations, d'inactiver les hormones thyroïdiennes. Et grâce à ces enzymes, donc la cellule peut réguler la quantité d'hormones T3 qui va agir sur le récepteur des hormones thyroïdiennes pour induire les effets physiologiques. D'accord? Donc, les hormones thyroïdiennes sont libérées par la thyroïde. Elles sont transportées par des protéines parce qu'elles ne sont pas solubles dans le plasma. Et au niveau des cellules cibles, elles vont être libérées. C'est principalement la T4 qui va pénétrer dans la cellule. Elle est inactive. Elle doit être transformée en T3 par des enzymes qu'on appelle des diodinases. Et c'est la T3 qui va induire son effet. On a parallèlement à ça une petite quantité de T3 qui arrive par la circulation, qui va agir également. Et après son action, la T3 est inactivée, donc elle est transformée en T2 en enlevant deux atomes d'iode par des enzymes qu'on appelle les déiodinases 1 et 3. Et la T4 peut, au lieu de donner la T3, il peut donner la T3 reverse, qui est inactive également, qui peut davantage être transformée en T2. Donc, vous avez ici le métabolisme des hormones thyroïdiennes à l'intérieur des cellules cibles. Donc, la majeure partie qui arrive dans la cellule, c'est la T4, d'accord, qui va passer dans la cellule, elle est transformée par la déiodinase 2, mais également 1, en T3 active. Et c'est cette hormone qui va induire les effets physiologiques, d'accord, parce que la T4 n'est pas active. Et parallèlement à cette activité physiologique, elle va être inactivée par une déiodinase de type 3 qui va lui enlever un atome d'iode pour donner la T2, inactive également. Et d'autre part, la T4 peut être transformée en T3 reverse, qui est inactif. Donc, les cellules peuvent contrôler la quantité d'hormones thyroïdiennes actives en exprimant ces différents types d'enzymes en fonction des situations physiologiques de l'organisme. Donc, une fois dans le noyau, la T3, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, c'est une hormone qui va agir comme les hormones stéroïdes. Elle agit par l'intermédiaire d'un récepteur nucléaire qu'on appelle le TR, c'est-à-dire récepteur des hormones thyroïdiennes, qui contient deux régions. Une région qu'on appelle le LDB, le LBD, c'est-à-dire la région qui va fixer l'hormone,
c'est-à-dire le ligand binding domain. C'est cette région-là qui va fixer l'hormone. Et un autre domaine qui va agir sur l'ADN, qu'on appelle le DBD, c'est-à-dire DNA Binding Domain. Donc, une fois l'hormone se fixe, il va y avoir l'association avec un autre récepteur différent, qu'on appelle le RXR, qui contient également un LBD et un DBD. Et le dimère, lorsqu'il y a l'arrivée de l'hormone, va changer de conformation. Donc, pendant la période en absence d'hormones, le dimère est associé à un corépresseur qui inhibe la transcription. Il empêche la transcription de se faire. Lorsque l'hormone arrive, il va y avoir la libération du corépresseur et la fixation d'une part d'un coactivateur avec l'ARN polymérase qui va permettre la synthèse de l'ARN messager et donc le recrutement du coactivateur et de l'ARN polymérase et l'élimination du corépresseur va permettre aux hormones thyroïdiennes de stimuler la transcription pour donner des ARN messagers. Les ARN messagers vont passer au niveau de la circulation pour être traduits en protéines, et ce sont ces protéines qui vont donner les effets physiologiques des hormones thyroïdiennes. Donc, ce mécanisme d'action, je pense que vous l'avez déjà vu avec les hormones stéroïdes, donc des récepteurs qui vont sous forme de monodimères, c'est-à-dire formés de deux sous-unités qui sont identiques. Dans ce cas-là, c'est un hétérodimère formé par une sous-unité du récepteur des hormones thyroïdiennes avec une sous-unité différente, récepteur du rétinol qu'on appelle le RXR, qui est indispensable au fonctionnement du récepteur des hormones thyroïdiennes. Donc, ce dimère va éliminer le corépresseur, va recruter coactivateur et l'ARN polymérase pour stimuler la transcription de plusieurs gènes. Et ce sont ces ARN messagers qui vont donner les protéines et qui vont donner les fonctions de la cellule. Donc récemment, d'autres voies de signalisation ont été découvertes. Donc sur ce schéma, vous voyez le schéma classique que je viens de décrire. Donc T3 et T4 qui vont passer dans la cellule grâce au transporteur MCT8. Et, la T3 va passer dans le noyau pour se fixer sur son récepteur, comme je viens de le décrire, le récepteur des hormones thyroïdiennes, qui se dimérise avec le récepteur RXR pour stimuler la transcription de plusieurs gènes impliqués dans le métabolisme du cholestérol, des lipides, des glucides, des protéines et d'autres fonctions. Donc, c'est le schéma classique qui est connu. Et actuellement, on a découvert qu'il y a d'autres voies de signalisation. Donc, par exemple, le récepteur des hormones thyroïdiennes peut activer une voie, il peut être activé par une PI3 kinase. Donc, c'est une kinase qui est activée par des facteurs de croissance. Et ce récepteur va être phosphorylé et il va fixer la T3 et au niveau du cytosol, il va pénétrer dans le noyau pour agir. Vous avez également la T3 qui peut se fixer sur des protéines membranaires qu'on appelle des intégrines pour activer une voie de MAP kinase qui vont activer le récepteur des hormones thyroïdiennes. Et puis, vous avez d'autres voies hypothétiques qui ne sont pas encore démontrées 100%. L'activation de la phospholipase C, par exemple, et le diacylglycérol et la protéine kinase C, et l'augmentation de la libération du calcium, avec l'hypothèse également d'un récepteur membranaire des hormones thyroïdiennes. Donc, il y a le mécanisme classique. Donc, c'est celui que je vous demande de retenir, c'est-à-dire les hormones thyroïdiennes, la T3 et la T4 qui va être transformée en T3, et la T3 va pénétrer dans le noyau, va agir sur le récepteur des hormones thyroïdiennes, qui va se dimériser avec le récepteur du rétinol RXR pour stimuler la transcription. Donc, il y a d'autres voies actuellement qui sont découvertes, mais vous n'êtes pas obligé de retenir donc, ces voies de signalisation. Donc, on a vu la synthèse des hormones thyroïdiennes, la libération, le transport, le mécanisme d'action, et on arrive donc aux effets physiologiques de ces hormones thyroïdiennes. Donc, une fois ils ont agi au niveau des cellules cibles, quelles sont les principales fonctions qu'elles contrôlent? Donc, comme j'ai dit, pendant le développement et la croissance, les hormones thyroïdiennes sont indispensables à la maturation cérébrale, le développement cérébral, la myélinisation, la prolifération, la formation des axones. Plusieurs aspects de la maturation cérébrale sont stimulés par les hormones thyroïdiennes. Et je rappelle encore une fois, si vous avez une carence
en iode ou bien une hypothyroïdie de la mère pendant le développement. Donc, il va y avoir un retard de neurodéveloppement avec un retard mental, c'est ce qu'on appelle le crétinisme. Les hormones thyroïdiennes également agissent sur le système orthosympathique, donc elles facilitent l'effet de la noradrénaline sur les cellules cibles, sur ces récepteurs. Donc elle améliore, elle augmente l'effet du parasympathique. Elle agit sur la contraction musculaire. Elle agit sur le cœur en augmentant le débit cardiaque et la fréquence cardiaque. Elle augmente la filtration glomérulaire et le débit sanguin rénal. Elle agit sur l'os. Il stimule bien sûr la croissance, on l'a vu pendant la phase de croissance et de développement. Et à l'âge adulte, un excès d'hormones thyroïdiennes peut provoquer l'ostéoporose en augmentant la résorption osseuse. Donc, on en a parlé dans le cours du métabolisme phosphocalcique. Donc, les gens qui prennent un traitement à la thyroxine, donc prolongé, donc ils doivent être surveillés quant au niveau de remodelage osseux et le risque de résorption osseuse exagérée et la résorption, l'ostéoporose. Au niveau de la moelle osseuse, donc la stimulation de l'hématopoïèse et l'augmentation du métabolisme en général, le métabolisme des bases des protéines, des lipides et des glucides. Donc tous ces métabolismes sont augmentés et des effets également sur la fonction sexuelle. Donc, une fois elles agissent, ça on l'a déjà vu, mais c'est un rappel, les hormones thyroïdiennes, elles vont induire leurs effets, bien sûr, sur les différents organes, et parallèlement à ça, elles vont bloquer leur propre sécrétion en inhibant la libération de la TSH par l'hypophyse et en inhibant également la libération du TRH par le noyau paraventriculaire de l'hypothalamus. Donc, c'est un feedback classique que vous avez déjà vu avec les autres hormones, que ce soit les androgènes, les oestrogènes, la progestérone, les glucocorticoïdes. Donc, c'est le même schéma. Donc, on va revenir avec un peu plus de détails sur les effets des hormones thyroïdiennes. Donc, chez les batraciens, en absence de T3 et T4, il n'y aura pas de métamorphose, donc c'est-à-dire le θ ne va jamais être transformé en adulte. La T3 et T4 est indispensable à la métamorphose. Chez les mammifères et chez l'homme, donc par l'intermédiaire de l'hormone de croissance et l'IGF-1, les hormones thyroïdiennes augmentent la production du cartilage, c'est ce qu'on appelle la chondrogénèse. Donc ça permet d'avoir donc la croissance et la maturation de l'os, la différenciation des épiphyses au niveau des fœtus également, donc au niveau de l'os également, la différenciation et la croissance des os nécessitent la présence des hormones thyroïdiennes, la maturation et ossification postnatale. Donc, à partir de ce schéma, vous pouvez comprendre que s'il y a un déficit en hormones thyroïdiennes pendant le développement et pendant la croissance précoce, il va y avoir des problèmes de maturation osseuse et de croissance osseuse avec un retard de la croissance et le nanisme thyroïdien. Au niveau du système nerveux, là aussi, donc c'est très important. Donc la myélinisation et la synaptogénèse, ce sont deux phénomènes indispensables au bon neurodéveloppement. Et en absence de T3 et T4, donc ces fonctions sont perturbées, ce qui provoque le crétinisme thyroïdien, c'est-à-dire le retard mental. Une augmentation de la prise alimentaire, une facilitation du transit intestinal également est assurée par les hormones thyroïdiennes. Au niveau cardiovasculaire, les hormones thyroïdiennes augmentent la fréquence cardiaque, augmentent le débit cardiaque. Et bien sûr, en cas d'une hyperthyroïdie, on assiste à une tachycardie, c'est-à-dire une augmentation de la fréquence cardiaque et du débit cardiaque. Au niveau du métabolisme, donc les hormones thyroïdiennes participent à la thermorégulation, c'est ce qu'on appelle la thermogénèse, donc elles permettent le catabolisme des glucides et des lipides pour produire la chaleur, pour maintenir la température corporelle dans un niveau adéquat. Et dans le cas d'une hyperthyroïdie, on aura une augmentation du métabolisme de 50 à 100%. Donc une augmentation très importante avec la production de chaleur exagérée. Par contre, dans le cas d'une hypothyroïdie, on a dans ce cas-là une diminution de 30 à 45% du métabolisme de base. Dans le cas d'une hyperthyroïdie, on a des artérioles et capillaires cutanés qui sont dilatés avec une peau chaude parce que les capillaires sont dilatés, donc le sang arrive
avec un grand débit au niveau de la peau, il va devenir donc rouge et chaude. Par contre, dans le cas d'une hypothyroïdie, on a une peau qui est pâle parce qu'il y a une vasoconstriction, le sang n'arrive pas suffisamment au niveau de la peau, il est froide parce que le sang n'arrive également pas suffisamment au niveau de la peau. Au niveau du métabolisme, donc c'est une activation du métabolisme par les hormones thyroïdiennes. Donc, une augmentation de l'activité des enzymes clés du métabolisme, par exemple les ATPases, les Na+, ATPases et les cytochromes, elle augmente la synthèse des protéines parallèlement à une augmentation de la dégradation des protéines. Donc, elle stimule les deux, donc l'anabolisme et le catabolisme. Et dans le cas de l'hyperthyroïdie, on a un catabolisme excessif des protéines musculaires avec une excrétion azotée urinaire accrue et avec un amaigrissement et un affaiblissement des muscles. Parce que les hormones thyroïdiennes vont stimuler davantage le catabolisme, la dégradation des protéines musculaires. Donc, on tombe dans l'amaigrissement et l'affaiblissement musculaire. Au niveau des lipides, donc les hormones thyroïdiennes, en stimulant la transcription de plusieurs enzymes, elles stimulent le métabolisme des lipides, surtout la dégradation, la conversion de cholestérol en acide biliaire, l'augmentation de la sensibilité du tissu adipeux aux hormones métaboliques. Donc, elle stimule la lipolyse par l'intermédiaire, en facilitant l'effet des bêta-adrénergiques, des récepteurs bêta-adrénergiques. Dans le cas d'une hypothyroïdie, on a une augmentation du cholestérol. Dans le cas d'hypothyroïdie, par contre, on a une hypocholestérolie. D'accord ? Au niveau du métabolisme glucidique, donc une augmentation de la dégradation des lipides, de l'utilisation des lipides, une augmentation de la glycogénolyse, c'est-à-dire la dégradation du glycogène pour libérer le glucose au niveau du foie, au niveau du cœur également, et une augmentation de l'absorption intestinale du glucose. Au niveau hydrominéral, augmentation de la filtration glomérulaire, on l'a vu tout à l'heure, donc l'augmentation de la diurèse. Dans le cas d'une hyperthyroïdie, donc une augmentation de l'excrétion du calcium et des phosphates, la transformation de bêta-carotène en vitamine A. Donc on arrive aux pathologies associées aux hormones thyroïdiennes. Donc l'exploration de la fonction des thyroïdes, de la thyroïde, se fait en utilisant un élément radioactif, l'iode 123. Donc, on a vu que la thyroïde fixe de grandes quantités d'iode. Donc, on injecte de l'iode radioactif et grâce à un compteur qu'on va poser au niveau du cou, par une méthode qu'on appelle la scintigraphie, on détermine la quantité de radioactivité qui est fixée au niveau de la thyroïde. Bien sûr, plus la glande est active, plus elle va fixer de l'iode. Donc, on a vu que l'iode se fixe au niveau de la thyroglobuline pour la synthèse des hormones thyroïdiennes. Et on administre de l'iode radioactif et on compte la radioactivité au niveau du cou. Et plus la fixation est importante, plus la quantité de radioactivité fixée est importante. Donc, vous avez ici le temps après l'injection de l'iode 123. Vous avez ici la quantité, le pourcentage de l'iode 123 qui est fixé au niveau de la thyroïde. Donc, ça reflète l'activité de la thyroïde. Plus on a de l'iode fixé, plus la glande est active. Et moins on a de l'iode fixé, moins la glande est active. Donc, on va commencer par le sujet normal. Donc, chez un sujet normal, vous voyez que l'iode se fixe, une augmentation, une croissance, jusqu'à un plateau, et puis vous avez une stabilisation. C'est-à-dire que pendant cette phase, vous avez l'absorption de l'iode, la synthèse des hormones thyroïdiennes et le stockage de ces hormones thyroïdiennes au niveau de la substance colloïde. Donc, il va durer au-delà de 24 heures avant la libération dans la circulation. D'accord ? Pour une personne qui souffre d'une hypothyroïdie, donc vous voyez que la quantité d'iode absorbée est faible. Donc, ça reflète un hypofonctionnement de la thyroïde. Donc, cette hypothyroïdie peut être due à un déficit en TSH, par exemple, ou bien à d'autres facteurs. Donc, nous avons le sujet normal, l'hypothyroïdie, et nous avons deux cas d'hyperthyroïdie, c'est-à-dire des thyroïdes qui sont hyperactifs. Donc, une hyperthyroïdie classique,
avec une augmentation de la taille des glandes de thyroïde qui sont très actives et qui absorbent beaucoup d'iode, qui fixent beaucoup d'iode. Vous voyez donc la quantité d'iode qui est fixée chez ces sujets qui souffrent d'une hyperthyroïdie. Donc, synthèse, fixation d'iode et synthèse des hormones thyroïdiennes et stockage des hormones thyroïdiennes au niveau de la substance colloïde. Donc, si vous comparez à la normale, donc le normal, c'est environ de 18 environ % qui est fixé, bien 16%. Par contre, chez une personne hyperthyroïdie, c'est de l'ordre de 70 ou 75 d'iode qui est fixé par les glandes thyroïdes. C'est dans le cas de goitre, par exemple, où vous avez une hypertrophie de la thyroïde avec la fixation de grandes quantités d'iode au niveau de ces glandes. Nous avons un deuxième cas d'hyperthyroïdie avec un turnover qui est élevé. Donc, on a la même chose, une fixation très importante de l'iode, de la synthèse des hormones thyroïdiennes, mais ces hormones thyroïdiennes ne sont pas stockées au niveau de la thyroïde et sont libérées dans la circulation. Donc, parce qu'on détermine la radioactivité au niveau de la thyroïde, on voit que cette radioactivité augmente pour atteindre un pic, ensuite elle va diminuer, et cette diminution correspond à la libération des hormones thyroïdiennes au niveau de la circulation. Vous avez deux types d'hyperthyroïdie, une hyperthyroïdie où il y a le stockage des hormones dans la substance colloïde, et un deuxième type d'hyperthyroïdie où il n'y a pas de stockage, il y a par contre la libération des hormones thyroïdiennes au niveau de la circulation, puisque la quantité de radioactivité dans la thyroïde diminue avec le temps. Alors, les principaux symptômes de l'hypothyroïdie, donc en visage en forme de lune, on l'appelle, donc un ralentissement du métabolisme. Donc, les hormones thyroïdiennes stimulent le métabolisme des glucides, des lipides, des protéines. Donc, s'il n'y a pas suffisamment d'hormones thyroïdiennes, on aura un ralentissement du métabolisme. On aura une sorte d'œdème, infiltration cutanéo-muqueuse diffuse par des liquides au niveau de la peau, et une asthénie, c'est-à-dire une fatigue, une prise de poids, donc parce qu'il n'y a pas de dégradation de lipides donc, et des muscles, donc il y a une augmentation du poids, une anorexie, c'est-à-dire une perte d'appétit, une chute des cheveux, une peau qui est sèche, parce qu'il y a une vasoconstriction, donc le sang n'arrive pas suffisamment au niveau de la peau, donc la peau va être sèche, les ongles secs, parce qu'ils ne sont pas suffisamment vascularisés, une voix qui est rauque également, suite à une hypovascularisation, et un problème au niveau de l'audition, c'est-à-dire une surdité. Dans le cas d'une hyperthyroïdie, surtout la maladie de Basdow, donc c'est une hyperthyroïdie particulière, la maladie de Grave Basdow, il est dû en fait c'est une maladie auto-immune. Et dans ce cas-là, le système immunitaire va fabriquer des anticorps anti-récepteurs de TSH. Donc la TSH agit par son récepteur au niveau des cellules thyroïdiennes. Et le système immunitaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va synthétiser des anticorps contre ce récepteur qui vont se fixer sur ce récepteur, ils vont le stimuler indépendamment de la TSH. C'est-à-dire que les cellules folliculaires n'ont pas besoin de TSH. Il y a les anticorps qui arrivent, qui sont synthétisés, des maladies auto-immunes qui sont dues à des facteurs génétiques et de l'environnement. Et ces anticorps, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont stimuler les cellules folliculaires pour libérer de grandes quantités de T3 et de T4 et qui vont agir au niveau de la périphérie. D'accord? Donc, c'est la maladie de Basdow qui est une maladie auto-immune des anticorps antirécepteurs du TSH avec une hypertrophie de la thyroïde, comme vous le voyez ici, donc au niveau du cou, donc une augmentation de la taille du thyroïde parce qu'il y a une stimulation très importante du récepteur de la TSH et le récepteur de la TSH stimule la prolifération, stimule l'hypertrophie, stimule l'activité des glandes thyroïdes. Donc, on a un goitre vasculaire homogène qui est indolore, donc il ne donne pas de douleur. Et on a ce qu'on appelle une exophthalmie, c'est-à-dire les yeux qui vont sortir de l'orbite, qui peut être unilatérale ou bilatérale, c'est-à-dire les deux yeux. Et dans certains cas, il y a même une perte partielle de la vision
dans les situations très graves. Donc, le traitement des maladies auto-immunes, c'est des traitements par des immunosuppresseurs, donc des molécules qui vont inhiber et moduler l'activité du système immunitaire pour empêcher donc la synthèse de ces anticorps et permettre à la glande de fonctionner à un niveau physiologique sans avoir d'hyperthyroïdie. Donc, c'est la fin de cette séance qui n'a pas été très longue finalement. C'est le dernier chapitre de ce module de physiologie fondamentale. Donc, on n'a pas encore d'informations concernant les examens, bien sûr. Mais comme ça a été fait avec Siali Wishou, je vais vous envoyer des contrôles que vous allez donc travailler et me renvoyer. Mais on ne sait pas encore les modalités d'évaluation. Est-ce que ces cours à distance vont être tenus en compte et considérés comme des cours normaux et les examens vont être faits normalement, ou bien les choses vont se faire d'une autre manière? On n'a pas encore d'informations jusqu'à maintenant. Donc, ça sera à la fin de cette séance. Et Ramadan Mubarak et à la prochaine, Inch'Allah.